Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour notre briefing éclairage sur l'actualité, le numéro 226 déjà. Aujourd'hui un format réduit, on va dire, mais Format exceptionnel. toujours riche en qualité. Alors, Igor donne une conférence dans une de nos belles régions françaises. Pavel court le monde comme d'habitude. Voilà, tout va reposer sur les épaules d'Arnaud, qui sont larges, Dieu merci, larges d'un immense savoir et d'un gros travail toujours constant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses aujourd'hui, quelque chose, un briefing assez riche avec, comme d'habitude, la partie russe à proprement parler, économie, potins divers, voilà, tout ce qu'il faut, diplomatie. Je ne sais pas dans quelle ordre tu vas le faire, mais bien entendu, toute la partie internationale, particulièrement importante avec la prise de pouvoir de Donald Trump aux États-Unis et donc les implications pour la Russie, et peut-être même si on a quelques éléments sur ce qui peut se passer dans la situation actuelle. Voilà, donc nous t'écoutons avec la plus grande attention. Merci, Président. Bonjour à tous. On va commencer par l'économie. Il y a beaucoup de chiffres qui sont tombés ces derniers jours. Les données préliminaires du ministère des Finances sur l'exécution du budget fédéral 2024. Il en ressort un déficit un peu plus important que prévu, 1,7% contre 0,9 initialement prévu. Il semblerait que des dépenses aient été engagées de façon anticipée au mois de décembre. Parmi les autres chiffres qui me paraissent intéressants, celui de la dette extérieure du pays qui s'établit 290 milliards de dollars en baisse de 8,7% en glissement annuel. Et par ailleurs, l'excédent commercial est à peu près stable, 122 milliards de dollars l'an dernier contre 121 en 2023. Une décision économique et sociale importante annoncée hier par Vladimir Poutine relative à l'indexation de toutes les pensions de retraite, civiles, militaires, les prestations sociales également. Elles seront indexées au niveau de l'inflation constatée au 31 décembre, c'est-à-dire de 9,5%. Euh, un chiffre sur le marché des véhicules d'occasion en Russie qui augmentait de 6% pour atteindre 6 millions d'unités, le plus haut niveau depuis 10 ans. À l'inverse, les exportations de charbon se portent plutôt mal, baisse en volume mais également baisse en valeur. Les prix du charbon à l'exportation sont au plus bas depuis plusieurs mois. Par exemple, le charbon thermique est entre 60 et 87 dollars la tonne. À titre de comparaison, c'était 101 en 2024 et 135 en 2023, à tel point que le vice-premier ministre Novak est chargé d'un plan, qui n'est pas encore un plan d'urgence, mais qui vise un suivi plus grand des industries charbonnières en Russie qui euh, sont dans une période un peu compliquée. Excuse de te couper, ça représente quoi le charbon dans le mix d'export par rapport au pétrole ou au gaz? Alors, je n'ai pas les chiffres précis, c'est beaucoup moins important. Même le gaz par rapport au pétrole est assez marginal en réalité. C'est important pour Gazprom, ce qui se passe actuellement, on l'a dit, la baisse des exportations vers l'Europe, mais les revenus pétrogaziers n'ont pas vraiment souffert. Alors je chercherai le chiffre précis pour la semaine prochaine, mais il est évident que pour des régions comme Kemerovo, le Kouzbas, une baisse d'activité, une baisse d'exportation, une baisse de revenus, ça peut avoir des conséquences importantes. Parmi les autres signaux, on va appeler ça comme ça, plutôt négatifs pour la Russie, en tout cas pour les citoyens russes, deux nouvelles banques kazakhstanaises, Kaspi et Home Credit, qui suspendent l'émission de cartes de crédit aux non-résidents. La semaine dernière, d'autres établissements avaient annoncé des mesures similaires. Les non-résidents qui sollicitent des cartes de crédit au Kazakhstan, ce sont pour l'essentiel des Russes qui souhaitent les utiliser à l'étranger, dans la zone euro ou ailleurs.
Donc on voit que le Kazakhstan, dont on sait qu'il est soumis à des pressions importantes de la part des autorités américaines, resserre un petit peu l'étau sur ces utilisations qui peuvent être considérées comme des stratégies de contournement. Un autre signal important, une lettre du RSPP, c'est l'Union russe des industriels et entrepreneurs, l'équivalent russe du MEDEF, qui a adressé fin décembre une lettre au ministre de l'économie. Les détails ont été rapportés par un quotidien économique cette semaine. Eh bien, dans ce courrier, le RSPP appelle à la sortie des accords de Paris. Voilà qui fait écho à ce qui se passe aux États-Unis. On voit que les milieux d'affaires russes euh, souhaitent probablement en tirer prétexte, ou en tout cas faire évoluer la position de la Russie, qui pour l'instant, en dépit des crises, a plutôt joué le jeu sur ce dossier. Enfin, et c'est un autre signal important, même si c'est un signal qui n'est pas définitif, en tout cas dans sa forme, dans son contenu, le ministère de la Justice a transmis au service du Premier ministre Mishustin un projet de loi portant sur la procédure de confiscation des actifs étrangers d'États inamicaux, personnes physiques et morales qui en sont issues. Alors ce texte n'a pas encore été déposé au Parlement, hein, il passe le filtre des services gouvernementaux, ce serait en France l'équivalent du Conseil d'État. Et en tout cas, ce projet, c'est un signal, c'est aussi une réponse à une loi adoptée aux États-Unis en avril 2024 qui permet théoriquement de confisquer les actifs souverains russes aux États-Unis. Pour l'heure, les autorités américaines ne s'en sont pas servies. Le président Biden, contrairement à ce qui avait été annoncé au mois de décembre, n'a pas mis en œuvre cette menace. On verra ce que fera Trump. En tout cas, les, euh, les autorités russes cherchent à se doter d'un outil équivalent. On verra évidemment quelle forme ça prend. Avec évidemment dans ce dossier, il y a une asymétrie, hein, une asymétrie dans la forme en particulier des actifs. On sait que les actifs russes gelés en Occident, ce sont les avoirs de la Banque centrale. Les actifs occidentaux en Russie, ce sont plutôt des avoirs privés, d'entreprises privées ou de particuliers qui ont investi en Russie. Donc, dossier à suivre. Évidemment, je ne surestimerai pas l'ampleur du signal. Je pense que voilà, c'est de bonne guerre, si j'ose dire. Euh, Tant qu'il ne se passe rien aux États-Unis ni en Europe sur le dossier des avoirs de la Banque centrale, je ne pense pas que la Russie tire en premier. J'en viens aux questions de politique intérieure et relative à la société russe, avec une nomination importante qui est une confirmation, celle d'Igor Krasnov, procureur général, qui est en poste depuis 5 ans et qui a été reconduit pour une durée équivalente hier par Vladimir Poutine. La justice russe, qui par ailleurs a condamné vendredi dernier 3 avocats de feu Alexei Navalny à des peines de prison ferme pour des accusations d'extrémisme. Alexei Liptser, Igor Sergonin, Vadim Kobzev ont été condamnés à 5 années et demie de prison, 3 années et demie pour l'un et 5 années et demie pour l'autre. Ils avaient été arrêtés en octobre 2023 et accusés de participation à l'organisation d'Alexei Navalny, le Front de lutte contre la corruption, qui elle-même a été classée extrémiste en 2021 par la justice russe. Quelques nouvelles du monde de la culture, puisque la culture est aussi un enjeu politique, pas qu'en Russie, mais en Russie de façon de plus en plus évidente. Il y a eu une série de nominations, d'évictions également dans certains musées à Moscou. Le dernier en date concerne Madame Likhachova, qui depuis mars 2023 seulement dirigeait le musée des Beaux-Arts Pouchkine. Elle a été démise de ses fonctions le 16 janvier, une décision qui a plutôt surpris, qui ne serait pas vraiment politique, puisque c'est une personne qui était extrêmement loyale
envers le gouvernement. Par contre, d'autres mouvements semblent beaucoup plus politiques. En particulier l'éviction de Roman Romanov, qui dirigeait le musée du Goulag, fermé fin 2024, on en a parlé. C'est peut-être également le cas de Madame Joravleva, qui dirigeait jusqu'à ces derniers jours le musée Tropinine à Moscou. On a constaté par ailleurs que plusieurs proches de l'écrivain ultranationaliste Prilepine avaient été promus dans le domaine de la culture ces dernières semaines. Donc on voit que ce phénomène n'est pas nouveau, hein. Cette reprise en main par le pouvoir russe et par sa mouvance la plus dure du monde de la culture est à l'œuvre depuis des années. Il concerne désormais des institutions qui jusqu'à présent avaient été relativement préservées. Donc le monde moscovite de la culture, des musées, des théâtres également, est concerné par cette forme de reprise en main politique. Euh, Dernière nouvelle politique, avant de passer au dossier de politique étrangère, le président de la Douma d'État, M. Volodine, qui a annoncé le 20 janvier que le projet de loi sur l'autogestion locale serait amendé. C'est un texte qui vise à mettre en cohérence et en verticale les diverses autorités locales. Et ce projet avait fait l'objet de polémiques, notamment de la part du Tatarstan, qui lui reprochait une approche un peu trop uniforme des réalités de la Russie. Donc le gouvernement va revoir sa copie. Alors j'en viens effectivement aux dossiers sans doute les plus intéressants de ces derniers jours, les dossiers de politique étrangère, avec l'événement majeur qui est la prise de fonction de M. Trump aux États-Unis. Et on voit que, au-delà de l'aspect bilatéral russo-américain qui est en train de s'esquisser, la Russie a déjà envoyé des signaux, notamment en direction des États-Unis, en organisant un entretien entre les présidents Poutine et Xi Jinping mardi, un échange d'une heure et demie, quelques heures donc après la prise de fonction de Donald Trump. Le message envoyé, il est assez clair. Euh, il s'agit de souligner la solidité du partenariat russo-chinois et de signifier à M. Trump que il ne pourra pas scinder, dissocier ces deux partenaires. En tout cas, ça a été très médiatisé et le destinataire du signal ne fait aucun doute. Quelques jours plus tôt, Vladimir Poutine recevait son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, avec lequel il a signé un accord de partenariat stratégique global entre la Russie et la République islamique d'Iran. Là encore, on peut imaginer que c'est avant tout un signal à M. Trump, dont on sait il a une approche très dure à l'égard de l'Iran. En tout cas, c'était le cas lors de son premier mandat. Alors, que dire de ce document? D'abord, qu'il n'a pas été rendu public. Les éléments qui ont filtré montrent qu'il s'agit plutôt d'un document cadre, que cet accord de partenariat stratégique n'est pas forcément quelque chose de très concret, encore une fois, pour autant qu'on puisse le savoir. S'agissant des volets sécuritaires, ce qui retient l'attention, c'est que cet accord est moins ambitieux, semble-t-il, que celui signé avec la Corée du Nord à l'été dernier. L'article 4 de l'accord entre Moscou et Pyongyang comporte une clause d'assistance en cas d'agression d'une des parties signataires. Ce n'est pas le texte signé entre la Russie et l'Iran, et on peut comprendre que la Russie, qui voit ce qui se passe au Moyen-Orient, qui n'exclut pas une attaque israélienne ou américaine, on peut comprendre qu'elle évite de s'engager fermement dans une logique d'assistance militaire. En ce moment, elle n'en a ni les moyens ni l'intention. Parmi les autres volets importants de cet accord, le nucléaire civil.
On sait que la Russie a déjà construit une centrale à Boucher. Il y a 2 autres tranches en discussion, mais ce n'est pas simple, notamment en raison des problèmes de paiement entre les 2 pays. Ce qui compte aussi beaucoup aux yeux de la Russie, c'est peut-être d'ailleurs le plus important, c'est le fameux corridor logistique nord-sud dont on a parlé lors de ces derniers mois. Il s'agit schématiquement de relier le port de Saint-Pétersbourg à l'Inde, non pas par le nord, non pas par l'Atlantique, mais par voie terrestre, via la Russie, via l'Azerbaïdjan, via peut-être aussi la Caspienne et donc via l'Iran. Des investissements importants ont été consentis et donc ce chapitre figure dans l'accord bilatéral russo-iranien et en constitue l'un des domaines les plus importants. Alors j'en viens plus directement à ce qui se passe aux États-Unis et aux conséquences possibles pour la Russie. Outre la prise de fonction de Donald Trump, il y a eu des auditions au Sénat, pardon, et au Congrès, oui, auditions de candidats pressentis, proposés par M. Trump pour diverses fonctions. En quoi c'est intéressant? C'est intéressant de voir comment les futurs probables ministres ou directeurs d'agence parlent de la Russie, parlent de l'Ukraine, et s'ils en parlent. Parmi les 7 qui ont été auditionnés ces derniers jours, un seul, M. Radcliffe, qui est pressenti pour la CIA, a fait référence à la Russie et à l'Ukraine dans son propos liminaire, et il a déclaré que la guerre russo-ukrainienne accroît le risque que les États-Unis soient entraînés dans un conflit avec une puissance nucléaire. Les autres candidats auditionnés, M. Hegseth, candidat au poste de secrétaire d'État à la Défense, M. Rubio, candidat au poste de secrétaire d'État, en ont parlé dans leurs réponses, mais n'ont pas abordé spontanément le sujet. Le probable prochain secrétaire à la Défense a estimé dans un registre très trumpien, que la guerre doit prendre fin. M. Rubio a déclaré pour sa part qu'il était irréaliste d'attendre que l'Ukraine puisse récupérer les territoires perdus. Un autre futur haut responsable de l'administration américaine, M. Bessent, candidat pour le Trésor, a lui déclaré, a fait entendre une musique un peu différente, a déclaré qu'il pourrait être favorable à un renforcement des sanctions à l'encontre de l'industrie pétrolière russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Donc voilà la petite musique qui monte à Washington. Il y a eu de façon plus récente, mardi, des déclarations de Donald Trump au cours d'un entretien télévisé. Il a laissé entendre que de nouvelles sanctions pourraient être prises sur la Russie si celle-ci refusait de s'impliquer dans les pourparlers de paix. Et il aurait donné 100 jours à son envoyé spécial pour mettre fin au conflit. Alors comment la Russie réagit? D'abord, Poutine a félicité officiellement Trump après son entrée en fonction. De façon très prévisible, il a appelé à la reprise du dialogue sur la base du respect mutuel et de l'égalité entre les parties. Et de façon encore plus significative, il a rappelé la position de Moscou qui est que la fin du conflit n'est pas une fin en soi, mais qu'elle doit traiter les causes qui, selon le Kremlin, ont conduit à la guerre. Et par ailleurs, aujourd'hui, Peskov a déclaré ne pas avoir entendu grand-chose de nouveau dans les déclarations du nouveau président américain. Donc je dirais que le round d'observation se poursuit. La question maintenant, la première question, c'est quand Trump décroche son téléphone pour appeler Vladimir Poutine. D'après CNN, des préparations sont en cours. L'administration de Trump a demandé à ses équipes diplomatiques de se rapprocher de la Russie et d'organiser un tel entretien. Donc le calendrier sera intéressant. S'il n'a pas lieu dans les prochains jours, je pense que ce ne serait pas un signal très positif pour la suite. On croit percevoir une forme d'impatience côté russe. Sur le fond, rien de très nouveau.
Ce qu'a dit Donald Trump, il l'avait déjà dit précédemment, ça avait été écrit sous la plume de certains de ses conseillers. Euh, Ce qu'on perçoit par ailleurs, et c'est peut-être plus significatif, étant donné encore une fois que les vraies informations ne sont pas publiques et on ne les a pas en réalité, c'est la très grande inquiétude qui semble euh, partagée par l'ensemble des personnes présentes à Davos ces jours-ci, la délégation ukrainienne, mais également les délégations européennes. Donc je pense que on y verra plus clair dans les prochains jours, même s'il est probable que le communiqué russo-américain qui sera publié à l'issue du premier entretien ne nous dise pas tout, mais on verra un petit peu la tonalité et puis les choses vont s'enclencher, les choses, les échanges qui, je pense, n'aboutiront pas au cours des semaines qui viennent, mais plutôt à l'été ou à l'automne, vont malgré tout s'engager sur fond de suite des opérations militaires. Une chose est sûre, je l'ai dit et je le répète, ces négociations qui vont commencer se dérouleront sur fond de poursuite des hostilités. De toute façon, l'Ukraine ne souhaite pas à court terme un cessez-le-feu. Elle souhaite à l'inverse un accroissement de l'aide militaire occidentale pour créer un rapport de force plus favorable. Et la Russie estime ne, ne pas encore avoir atteint ses objectifs militaires. Donc le scénario le plus probable, c'est que les deux parties communiquent leur position de départ, que des échanges discrets aient lieu par des intermédiaires américains, que les choses n'avancent pas très vite. L'une des questions les plus cruciales pour nous, Français, c'est évidemment que fera l'Europe, que décidera l'Europe. Cherchera-t-elle, le cas échéant, à poursuivre ou à accroître son aide? Le peut-elle? Et comment réagira-t-elle aux nouvelles positions américaines? Donc on est au début d'un chapitre qui s'annonce passionnant, décisif, mais dont je doute qu'il dure seulement 100 jours. Bah, quand on est passé de 24 heures à 100 jours, bon, ça donne déjà une idée de la flèche du temps, comme diraient nos entraîneurs de rugby. Merci de tous ces éclairages. Alors, ça a en fait répondu déjà à la plupart des questions qui ont été posées pendant ton intervention. Alors, il y a certains points tout de même. Il semblerait donc que les États-Unis sortent de l'OMS. Est-ce que la Russie va en sortir également? Ce n'est pas à l'ordre du jour, à ma connaissance en tout cas. D'accord. Bon, l'accord de Paris, effectivement, tu en as parlé un petit peu. C'est de toute façon un signal un peu compliqué pour la planète, mais Oui, parce que les milieux d'affaires russes, encore une fois, y étaient assez hostiles de façon générale, euh, alors que le gouvernement jouait plutôt le jeu. Donc il faudra voir si la position américaine a un effet d'entraînement sur la Russie, ou si la Russie préfère garder cette carte dans son jeu avec l'Europe, mais également avec la Chine, sur laquelle reposent, semble-t-il, les principaux espoirs de l'Union européenne. alors, on a plusieurs questions sur l'étranger, plus ou moins proche ou lointain. Que devient Loukachenko? Qu'est-ce qui se passe dans notre voisin biélorusse? Les élections ont lieu ou va avoir lieu? Non, les élections ont lieu le 26, donc c'est bientôt. Comme je le disais précédemment, ça a été très étroitement et sérieusement préparé par les autorités qui veulent absolument éviter que les événements d'août 2020 se reproduisent. Je rappelle qu'à l'époque, plusieurs centaines de milliers de personnes avaient défilé contre Loukachenko dans le centre de Minsk. À l'époque, la Russie avait envoyé un signal. Je rappelle que Poutine avait déclaré que si des bâtiments publics étaient pris d'assaut, eh bien des unités communes russo-biélorusses de la police rétabliraient l'ordre. Ça avait un peu refroidi l'opposition qui n'avait pas franchi le pas, qui n'avait pas fait ce qui s'était passé sur Maïdan en 2014. Et puis, à force de répression, le pouvoir biélorusse avait repris la main.
Je rappelle qu'en 2020, le pouvoir biélorusse avait autorisé un certain nombre de candidats à concourir, notamment Madame Tsikhanovskaya, l'épouse d'un détenu. Cette fois-ci, les choses sont beaucoup plus verrouillées, donc je ne m'attends pas à des événements aussi spectaculaires. Bon, après, on peut y avoir des surprises, mais je crois que le pouvoir biélorusse s'est donné les moyens d'éviter ce type de déconvenue. Alors, on en parle aussi beaucoup. Il y a plusieurs questions sur la Transnistrie et un peu par contagion avec les nouvelles élections en Roumanie, qui semblent un petit peu. Alors, je pense pas que ce soit lié, mais on peut penser que la Roumanie a un œil assez étroit sur la Transnistrie et son voisin moldave. Oui, la Moldavie a plus qu'un œil, hein, puisqu'elle a distribué des dizaines de milliers de passeports à des ressortissants moldaves. Euh, c'est assez intéressant d'ailleurs. Finalement, la Roumanie fait ce que fait la Russie en Abkhazie ou ailleurs, ce qui suscite moins d'émoi d'ailleurs de la part des autorités bruxelloises. Au fond, l'ingérence, c'est toujours les autres, hein, c'est bien connu. Euh, alors, en Moldavie, il y a une problématique très particulière qui est la cessation des livraisons de gaz, résultat en réalité de double facteur. D'une part, la fin du transit via l'Ukraine et une ardoise de 700 millions de dollars qui, voilà, que la Moldavie n'entend pas assumer, qui résulte essentiellement de la consommation en Transnistrie. Bon, Gazprom dans un premier temps, donc, a suspendu les livraisons, mais la situation, effectivement, est assez dramatique localement, et surtout peut avoir des conséquences politiques manifestement sous-estimées au début de la crise à Moscou. La question, c'est quand même comment cette population, qui, je le rappelle, a voté en 2006 de mémoire pour son rattachement à la Russie, euh, euh, réagit à cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement pour la Russie de voir la Moldavie, de voir les autorités de Chisinau avoir le beau jeu finalement et avancer, pousser ses pions? Alors la solution qui s'esquisse, c'est une solution qui verrait une reprise des livraisons euh, par un intermédiaire chypriote et le gaz transiterait par le Turkish Stream. Alors ça nécessite l'approbation des autorités moldaves. On verra si elles donnent leur aval ou pas. Elles peuvent être tentées de jouer un peu la politique du pire. Ceci dit, pour elles aussi, ce serait à double tranchant. Donc je pense que cette situation devrait, enfin la crise énergétique en Transnistrie devrait probablement se régler dans les prochains jours, mais on est déjà quand même le 23 janvier, donc on imagine que pour les populations locales qui n'ont pas de chauffage, le temps est sans doute très long. Euh, Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y aura des élections en Moldavie à l'automne, des élections législatives. On sait que le pouvoir se trouve principalement au Parlement. Il faudra voir l'impact de cette crise. Il faudra voir aussi l'offre politique. Enfin, on voit bien que la Russie ne lâche pas le morceau, entre guillemets, et qu'elle, si elle a perdu la première manche, c'est-à-dire la présidentielle l'année dernière, et encore de justesse, au terme d'un scrutin, on s'en souvient, qui a basculé en raison des votes de la diaspora, enfin de la diaspora moldave en Occident, puisque la diaspora en Russie n'a de fait pas pu voter. Eh bien, la Russie espère, à la faveur des prochaines élections, peut-être rééquilibrer les choses en sa faveur en Moldavie. Pour ce qui est des élections en Roumanie, alors je ne suis pas vraiment un spécialiste de la Roumanie, ce qu'on peut en dire, c'est que bon, on a vu une décision assez incroyable de la Cour constitutionnelle qui a annulé le scrutin. Ce qui est tout aussi incroyable, c'est que les ingérences russes présumées, ben, elles viennent pas de la Russie. Cette campagne TikTok, ça vient d'un autre parti qui est absolument pas pro-russe en Roumanie. Donc c'est doublement sidérant. Un nouveau scrutin a été fixé au mois de mai, je crois, les 4 et 18, si ma mémoire est bonne. Et ce que l'on voit, c'est que le candidat
que l'on présente comme pro-russe. Bon, je ne le connais pas, mais encore une fois, j'ai quelques doutes sur le sujet. Je crois plutôt qu'il ne reprend pas à son compte la doxa occidentale et que ça lui vaut ce type d'étiquette. En tout cas, il semble bénéficier puissamment dans les sondages de ce qui se passe. Alors on verra si le scrutin est définitivement annulé, si ce monsieur est mis hors jeu d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, l'annulation du premier tour, manifestement, renforce ses positions. Et d'ailleurs, à propos de la Transnistrie, il y a une question qui sort là. Il dit, savons-nous comment s'opèrent les roulements des 1500 militaires russes? Est-ce que c'est via Chisinau? Non, il n'y a pas de roulement en fait. Et les militaires russes, donc de la force d'interposition, dont les autorités moldaves demandent l'évacuation, sont recrutés localement. Ah oui, donc ce sont des supplétifs locaux, ce ne sont pas des Russes. Non, ils servent Ce au sont des ministère de la Russes. Défense, mais recrutés parmi la population de Transnistrie, dont je rappelle qu'elle a très largement des passeports russes. D'accord, oui. Donc, statuairement, ce sont des soldats russes ou pas? Oui, d'accord. Très bien. Alors, on change un peu de secteur. On a une question sur la Syrie. Il me semblerait que la gestion du port de Tartous a été retirée donc à Strostroï-Gaz. Est-ce que c'est un signal? Est-ce que c'est technique? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Oui, alors là, évidemment, Igor aurait plus de compétences qu'on peut en parler. C'est un signal, c'est sûr, une remise à plat de l'ensemble des grands contrats signés par le précédent régime. On ne parle pas de la base militaire, hein. La base militaire, là, on parle du port commercial. Les discussions entre Moscou et les nouvelles autorités à Damas se poursuivent sur la prolongation ou non du traité bilatéral qui permet l'utilisation de la base de Tartus et la base aérienne de Rmeymi. Donc le dossier n'est pas clos, c'est un signal, euh, je- mais je n'extrapolerai pas, encore une fois. Les dossiers militaires sont, à mon avis, traités à part. Alors, on nous demande également, ça c'est lié à Trump, bien entendu, quelles sanctions économiques Trump pourrait prendre contre la Russie, qu'il n'aurait pas déjà prises. Alors Trump a évoqué dans cet entretien de mardi, de façon assez classique finalement, des surtaxes sur toutes les importations russes, mais elles sont pratiquement inexistantes. Le commerce bilatéral russo-américain représente 10 ou 15% de ce qui était précédemment. Donc ce n'est pas vraiment un outil. Est-ce qu'ils peuvent sanctionner plus fort Rosatom? Enfin, sanctionner Rosatom, peut-être, même si encore une fois, les États-Unis importent une partie de leur combustible. Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin sur le pétrole? Peut-être, même si l'on voit que les dernières sanctions en date dont on a parlé, hein, celles du 10 janvier, produisent des effets pour l'instant assez limités. On a vu que les Indiens, par exemple, avaient réaccrédité certaines compagnies d'assurance sanctionnées par les Américains pour permettre aux tankers russes d'entrer dans les ports indiens. Euh, euh, donc, trop de sanctions tue la sanction finalement. Alors, on peut imaginer, évidemment, il y a sans doute encore des choses à sanctionner, mais le levier est de plus en plus faible sur la Russie. Alors, il peut nuire aux entreprises occidentales, ça on est très bien placé pour le savoir, mais ça fait peut-être partie des certains objectifs, en tout cas à Bruxelles. Mais pour ce qui est d'infléchir la position russe, ou de lui infliger des dommages économiques majeurs qui l'empêcheraient de poursuivre son effort de guerre, tout ça paraît bien illusoire. Donc, à voir. Est-ce que le plafond, par exemple, le seuil des prix du pétrole pourrait être abaissé de 60 à 50? Encore une fois, c'est possible, mais ces décisions restent très théoriques puisque les stratégies de contournement mises en place en 2023 et en 2024 fonctionnent. Et par ailleurs, la demande de pétrole reste bien là. Donc le risque pour les États-Unis, et ça on sait que Trump y est très sensible, c'est de pousser à la hausse les prix du pétrole. Et hormis les sanctions économiques, de quel levier peut-il disposer pour
tordre un peu le bras dans le dos à la Russie. Alors théoriquement, il pourrait accroître les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais c'est en contradiction totale avec ce qu'il veut faire. En fait, Trump a deux objectifs en Ukraine. Arrêter de payer, ou faire payer les autres, et se débarrasser de ce dossier pour s'occuper de choses qu'il considère comme plus importantes, notamment la Chine. Alors, donc, augmenter l'aide, les livraisons, pourquoi pas, si c'est les Européens qui payent. Et on entend une petite musique, notamment de la part du nouveau secrétaire général de l'OTAN, qui dit que l'Union européenne pourrait accroître ses commandes aux industries américaines pour les livrer à Kiev. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, on va finir sur cette note. Retrouvons-nous donc jeudi prochain à la même heure pour le 227e briefing. Vous pouvez toujours nous contacter via les liens habituels pour poser des questions ou toutes sortes de choses. Donc, n'hésitez pas. Et comme toujours, eh bien, la CCI France aussi se tient à vos côtés. Tenez bon.